Bien, alors effectivement, après avoir fait un peu le tour rapidement de l'impact économique que pouvaient avoir les nouvelles technologies ou le progrès scientifique en général, on va... La volonté de se reproduire, de faire des enfants et du pouvoir que l'on peut acquérir sur le vivant. Effectivement, depuis une cinquantaine d'années, et évidemment sur l'énergie atomique, quoi, c'est-à-dire qui nous donne aussi bien la lumière que... Et dans cette manière de pourquoi faire... Merci François Stas pour ce propos. Madame Suzanne Berger, vous êtes professeure de sciences politiques au MIT, aux États-Unis. Vous êtes venue spécialement pour cette réunion. Je vous en remercie, nous vous en remercions. Vous travaillez depuis longtemps sur la France, vous connaissez bien la France. Vos premières recherches ont porté sur le syndicalisme agricole en Bretagne. Et vos recherches récentes vous ont amené sur d'autres terrains. Elles portent sur la mondialisation, l'innovation et l'industrie. Madame Berger, nous allons vous écouter. Nous avons là une expérimentation à grande échelle, mais des évaluations encore à faire. Également, dans nos universités à MIT, nous faisons des expérimentations d'accélérateurs. Nous venons d'annoncer chez nous MIT Engine, une sorte d'accélérateur qui va aider des startups en tough tech. Tough tech, c'est tout sauf l'informatique, tout sauf social media, robotique, biotech, semi-conducteurs. Donc là aussi, évaluation à faire. Et c'est aussi une époque où on fait énormément de recherches théoriques, et notamment les travaux d'équipe générale, Haro Debreu, qui s'intéresse à un sujet absolument passionnant, mais qui, je ne suis pas sûre, va vous passionner dans la salle, qui est l'existence de l'équilibre. Cette recherche en économie eh bien, reste un peu en dehors de l'université française, parce que l'université française, en économie, l'économie à l'époque, dans l'université française, est une branche du droit. Et donc, toute cette recherche se déroule dans d'autres institutions, comme par exemple à l'INSEE ou au Commissariat général au plan. Alors, que s'est-il passé entre 1956 et 2016 ? Eh bien, alors c'est là que, voilà. Donc là, vous avez un graphique qui vous montre différents types d'articles d'économie dans 3 grandes revues américaines à différentes années, espacées dans environ 10 ans chacune. Et ce qui est en gris, ce sont les articles théoriques. Donc on voit qu'en 1963, eh bien, la moitié des articles qui sont publiés sont théoriques. Bonjour. Bonjour. Un sujet dont on parle assez peu finalement sur cette estrade. Alors, c'est un sujet entre art, identité et civilisation, on peut dire. Donc, voilà, on te laisse la défense des arts, des œuvres d'art non restituées au Bénin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Dostoïevski l'a dit, et moi aussi je le crois. L'art sauvera le monde. L'art, c'est la mémoire immortelle. L'art, c'est le trésor qui nous est transmis par nos ancêtres. L'art, c'est l'héritage qu'ils ont décidé de nous léguer sous une forme à l'épreuve du temps et de l'oubli. L'art nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule clairement dans son article 22 que l'art est un droit inaliénable. Bonsoir Ludovic Spears. Bonsoir Vicky, bonsoir à tous. Alors, je viens de le dire, en plus d'être le président de l'IAE, vous êtes le directeur général du groupe Agrial, une entreprise florissante, implantée ici à Caen et qui exporte ses produits vraiment dans le monde entier. Cela montre bien que les relations entre l'IAE et les entreprises sont vraiment très étroites. Oui, je pense que c'est vraiment une des caractéristiques de l'IAE d'avoir réussi à créer un lien fort avec les entreprises et surtout d'être à l'écoute des entreprises. C'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises offrent des stages et emploient des IAE
le besoin des entreprises évolue. Actuellement, nous travaillons beaucoup sur le digital, on travaille beaucoup sur l'international. Tout à l'heure, un jeune témoignait sur son parcours à l'international. Et l'IAE s'adapte pour que ces formations correspondent bien aux entreprises. En tout cas, bravo pour toutes ces initiatives. Merci beaucoup, Patrice Georget. Et la soirée continue dans la bonne humeur avec 2 anciennes étudiantes de l'IAE qui ont suivi le Master 2 Marketing. Et grâce à cela, eh bien, elles sont tout simplement devenues des femmes formidables. Regardez. Bonjour, moi c'est Claire. Moi c'est Jeanne. J'ai 32 ans. Moi aussi. Bon, c'est une bonne chose. Ouais, c'est pas mal. Et je suis diplômée de l'IAE où j'ai passé 5 années, et oui, je fais partie des murs de l'IAE, 5 années à l'IAE pour finir en 2010. Donc si on fait le calcul, j'ai commencé en 2005. Et nous avons fini ensemble notre Master 2 en marketing opérationnel. Nous sommes de la promo 2010. Okay. Aujourd'hui, nous sommes des femmes incroyables. Ouais. L'IAE nous a apporté énormément de choses. Aujourd'hui, grosse reconversion dans le yoga. Et je suis sur mon second projet en création de studio de yoga. Namasté. Namasté. Okay. À ton tour. Moi, le Master 2 marketing opérationnel, je l'ai fait en alternance, donc pendant 3 années dans une agence de communication. Maintenant, je suis directrice d'agence communication, l'agence Média Pilote, agence drôlement sérieuse. C'est la communication. Okay. Ah, je sais ce que tu vas dire. Le big moment. Le big moment. The big moment. The big moment, c'était The Big Voyage. The Big Voyage. Ah ouais. Incroyable. À Londres. En 24 heures, il a fallu aller faire des benches en magasin. On a vécu des choses incroyables. Donc si vous avez un voyage, on vous le propose à l'IAE, surtout allez-y. Allez-y, c'est un truc de dingue. Okay. New et life. Allez, new life. Ça a changé notre vie. L'IAE ne t'a pas vraiment rendue plus brune que tu ne l'es, j'ai l'impression. Okay. Je suis restée dans la communication grâce à l'IAE et en plus j'ai pu bien progresser vu qu'aujourd'hui je suis passée de salarié à employeur. Voilà, 10 salariés quand même. Okay. Oh, il fait chaud, hein, trop fort. Allez, à bientôt. Salut. Jeanne et Claire ont décidément le sens de l'humour et de l'autodérision. De retour dans l'émission 01 Business Forum sur BFM Business. On parle de cybersécurité cette semaine puisque nous enregistrons cette émission depuis les assises de la sécurité à Monaco, là où tout le gratin européen de la sécurité se réunit, des experts, des patrons de la sécurité d'entreprises, d'administration, mais aussi évidemment tout l'écosystème logiciel, matériel, opérateurs. Ils sont tous là, environ 2500, 3000 personnes pendant ces 3 jours. Tiens, on va démarrer. Alors je vais vous présenter nos invités de cette deuxième table ronde et puis on va démarrer avec eux justement. Il y a une intervention hier de Guillaume Poupard, qui est le patron de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et qui demande plus de coopération. Alors, on va poser la question à nos invités. Je vous les présente tout de suite. À ma gauche, Stéphane Dubreuil, qui est FSSI ministériel, donc travaille dans la sécurité d'un ministère, mais qui aujourd'hui est ici au titre d'expert et de membre du comité éditorial des Assises. Bonjour. Stéphane, merci d'être avec nous. Avec nous également Philippe Courteau, il est PDG de la société Qualys. Bonjour. Merci, Philippe, bonjour. Merci d'être avec nous. Et Arnaud Cobb, directeur marketing Europe chez Palo Alto Networks. Bonjour. Bonjour Arnaud. Frédéric. Alors je parlais justement hier de Guillaume Poupard qui a fait cette annonce dans son discours d'ouverture cette semaine ici aux Assises de la sécurité. Les entreprises privées, les entreprises publiques doivent davantage coopérer. Et ça, il pousse à ça, hein, Arnaud Cobb. Nous sommes complètement alignés avec la démarche de l'ANSSI. Nous avons démarré déjà depuis 2012, en réalité, une collaboration avec des notions de certification des produits. On cherche à établir une confiance entre Palo Alto Networks, l'ANSSI et d'assurer finalement une d'une façon générale, pour voilà, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Faut vraiment que tout le monde... Je reprends l'histoire d'OVH, l'hébergeur français qui s'est fait pirater. Tout de suite, Octave Klaba, il a tweeté, j'ai été attaqué, voilà, de la transparence, alors que Yahoo, il a fallu attendre 2 ans avant d'avoir... C'est une question de confiance. On a besoin de transparence sur ces procédures, sur ces process, sur ce qui se passe. Subir une cyberattaque, aujourd'hui, on a besoin de communiquer pour pouvoir tous ensemble s'en protéger, éviter surtout qu'elle puisse se reproduire en fait.
Pour les aider et revenir à quelque chose qu'ils ont plus l'habitude de voir, en fait, on a édité un guide à leur destination. Si vous me permettez, je peux juste le montrer. Voilà, si on le montre à l'antenne, voilà, la caméra donc est là. C'est clairement un guide pour les aider à comprendre la gouvernance de la cybersécurité, donc dans lequel on reparle avec des avocats et le Césin, évidemment, qui a contribué à ce document-là, pour essayer toujours de propager cette connaissance. Quelle est l'évolution de la législation ? Qu'est-ce que ça signifie en termes de prévention? Qu'est-ce que ça va signifier en termes de réponse sur incident? Parce que il faut effectivement avoir mis en œuvre tous ces éléments-là dès le départ. Et puis Stéphane Dubray, il faut arrêter le discours anxiogène. Alors les médias y participent, mais il faut avoir un discours de construction, de réflexion, stratégie. Il faut voir le gain. Il faut voir le gain. Quand on sécurise, on ne voit pas toujours cette partie-là parce que c'est un coût initial, il est vrai, mais c'est un gain. Et aujourd'hui, cette réglementation nous permet d'apporter, d'aller vers le juridique, d'aller vers les directions, de dire voilà, aujourd'hui, ça va coûter, ça va nous permettre d'être en règle, on évite un risque, et derrière, voici, on va pouvoir apporter une certaine sécurité à nos clients. Eh bien, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Voilà, ici se termine notre émission 01 Business Forum sur la cyberdéfense, la cybercriminalité, la cybersécurité. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté beaucoup d'éclairage lors de ces 2 tables rondes. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. On continuera à parler de transformation numérique. Et voyez, peu à peu aussi, on participe à notre côté de communication autour de la cybersécurité. Une émission qui était enregistrée depuis les assises de la sécurité à Monaco, là où tout le monde s'est réuni au cours de ces derniers jours. Merci de nous avoir suivis. Excellente continuation sur BFM Business. Bonsoir, soyez bienvenus sur ce live Facebook. C'est l'opportunité pour vous de poser donc des questions à l'ensemble des élus. Nous avons volonté de parler de notre bilan de mi-mandat. Nous avons fait une réunion publique hier soir. Il y a donc un spécial bilan mi-mandat qui a été distribué dans les boîtes à lettres de l'ensemble des Bayeuxins, donc qui rend compte de notre action, comme nous étions engagés à le faire. Et ce soir, réponse à vos questions. Alors, les questions sont déjà... beaucoup de questions nous sont parvenues. Et si on n'arrive pas à répondre à tout le monde, ce qu'on vous propose éventuellement, c'est de prendre aussi rendez-vous directement et de demander éventuellement les adjoints compétents, donc en fonction des questions que vous voulez poser. Donc nous avons une première question de Jean-Marc Ledo, le saumonier de Bayeux, qui constate que son panneau devant son enseigne est tombé et il demande ce qu'on peut faire sur ce point. Et bien, on va demander à Céline Cadet de répondre donc, à cette question. Donc bonsoir. Pour répondre à cette question, ça va être très simple puisqu'on en a parlé en début de semaine que c'est déjà signé pour faire intervenir une entreprise extérieure et que je pense que rapidement, en tout cas j'espère le plus rapidement possible, les choses vont être réparées pour qu'on puisse effectivement voir notamment la saumonnerie.